Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est le mariage entre l'UX et l'UI. Et pour cela, je vais interviewer un duo. Et c'est donc Annen et Olivier Leroy. Bonjour tous les deux, comment allez-vous? Bonjour, Salut très Laurent. bien. Ouais, très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous expliquer un petit peu quels sont vos métiers, comment vous réagissez ensemble, et puis donc de former ce beau mariage entre l'UX et lui. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît, auprès de nos auditeurs? Oui, alors donc moi je suis Alain Leroy, je fais de l'UX recherche dans le binôme avec un axe sur l'architecture de l'information et je m'oriente de plus en plus aussi vers l'intégration de la stratégie de l'entreprise. D'accord, Avant ça, j'ai fait pendant 10 ans de la gestion de projet digital. d'accord. Et je me suis mariée donc il y a quelques années à l'UI Design. D'accord, donc c'est Olivier. C'est ça. Exactement. De mon côté, donc, je suis designer d'interface, donc très orienté sur les design systems et sur les méthodologies de conception. Avant ça, j'ai commencé sur le rôle de web designer, hein, un ancien poste, mais qui perdure encore un petit peu. J'étais ensuite responsable d'un pôle ergonomie et j'ai basculé ensuite sur ce fameux mariage avec l'UX design. Oui. D'accord. Alors, il faut préciser auprès de nos auditeurs que aujourd'hui vous êtes indépendants tous les deux et que vous travaillez donc en team au sein peut-être d'une structure. Exactement, oui. En fait, on est en partage salarial. Du coup, on travaille sur les projets très souvent en binôme. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Comment vous êtes arrivé à vous rencontrer, par exemple, au sein de vos métiers respectifs? Ce qui s'est passé, c'est que comment est arrivé ce mariage de Lix et lui. Donc, on est effectivement en couple depuis 2008, mais il est arrivé deux ruptures conventionnelles. Et là, il y a eu une réflexion sur le fait de changer de région et de mon côté de revenir du côté d'Aix-Marseille. Vous l'aurez peut-être entendu avec mon accent, et donc Alain aussi. Et s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on continuait sur chacun un poste en CDI? De mon côté, je souhaitais me lancer vraiment en indépendant. De son côté, peut-être un petit peu moins. Et est arrivée l'opportunité d'une mission de mon côté. Et c'est là où j'ai dit à Annen, on y va à deux, ça change rien sur le nombre de jours, ça change rien. Le client, il est OK, au contraire, il est accroche, on y va. Il y a eu un peu de doute et puis on s'est lancé. Et là, on a compris la portée que ça pouvait avoir et la réussite de ce binôme UX-UI. D'accord. Donc, ça fait combien d'années que vous travaillez ensemble, en fait? Alors, le côté, les ruptures, c'était en 2015, le début 2015. Et donc, moi, j'ai commencé perso un peu en indépendant. Et après, donc, sur le courant 2015-2016, c'est là où ça a réellement commencé. D'accord, ok. Et aujourd'hui, vous travaillez à, je sais pas, il y a un pourcentage de mariage en fait, ou vous continuez à travailler plus en, comment dire, en individuel ou le plus souvent possible en binôme?
Alors, c'est le plus souvent possible en binôme. C'est vrai que au tout début, quand on a commencé, on était, on va dire, plutôt en individuel, c'est-à-dire peut-être pendant un peu moins d'un an. Et progressivement, on a fait en sorte justement de valoriser le binôme et de le mettre en avant. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, c'est payant, j'imagine. Oui, oui, c'est payant, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une question on parle souvent voilà de la vision produit, mais nous, il y avait la vision de ce binôme. Et au début, tu es aussi indépendant. Le but, c'est de trouver des missions en fait. Et déjà pour une personne, c'est difficile. Pour deux, ça allait encore plus. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est on a mis du temps à essayer à chaque fois après chaque mission de comprendre ce qui s'est mal passé, ce qui était une réussite et se dire mais comment on peut arriver à vraiment euh, éduquer un petit peu cette notion de méthodologie UX et ses process pour vraiment apporter une vision produit. Et ça a mis du temps. Sincèrement, ça a mis du temps. Et je pense que c'est vraiment à partir de 2018 qu'on a réussi. Et je pense que notre discours a changé. Et à partir de là, je pense que oui, ça fait bien 3 ans qu'on arrive à travailler non-stop, ouais, à deux. D'accord. En même temps, après, c'est une réflexion aussi à avoir et sur son positionnement, de mettre en place une méthodologie, c'est pas simple, j'imagine. Oui, c'était pas simple du tout parce qu'en plus, quand on a commencé ici, on n'avait pas de réseau, on connaissait pas justement le marché, le potentiel marché en fait dans la région. Et du coup, il a fallu construire déjà tout ça. Il a fallu savoir justement comment on pouvait se positionner pour apporter de la valeur aux entreprises. Et ça, du coup, c'était un exercice déjà à mettre en place. Et petit à petit, en commençant à travailler sur des projets, on a réussi à démontrer justement l'intérêt de cette union au travers voilà de ce que on apporte chacun par nos compétences. Vraiment démontrer que on a des compétences qui sont complémentaires et réelles pour chacun d'entre nous en fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le fait que vous viviez ensemble, que vous soyez mariés, apporte un vrai plus à ce binôme? Oui, alors oui, oui, pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, il y a un premier élément de contact qui se fait et il y a une confiance d'un coup, qui s'instaure à chaque fois avec les clients naturellement et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et puis après, l'autre point, c'est qu'ils voient l'expertise séparée et ils comprennent un peu plus et ils s'investissent un peu dans la compréhension de l'UX et de lui. Et le fait d'être séparé par deux personnes, c'est plus facile à expliquer aussi. D'accord. Ok. Oui, effectivement. Et, Euh, et du coup, vous disiez que vous aviez mis plusieurs années à créer une méthodologie. Est-ce que vous pourriez nous en parler aujourd'hui de cette méthodologie? oui, oui. Alors ça vient. De mon côté, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine du logiciel. Voilà, on parlait moins de produits, on parlait plus de logiciels. Et j'ai toujours travaillé au sein justement d'IT. Effectivement, donc les méthodes UX au début, dans les années 2010, au début des années 2010, c'était pas trop ça. On était plus sur une logique de livraison. En fait, il faut livrer. Donc il y avait malheureusement cette logique de livraison par maquette, par page et pas forcément par composant. Ça finalement ça a été assez facile à faire la bascule parce qu'avec le développement, dire qu'on livre du design par composant, au contraire, j'étais très content. Et est arrivé aussi le Scrum qui a été pour le logiciel, le développement logiciel qui l'a depuis longtemps. Ça a été très facile d'un point de vue design de s'intégrer dans cette méthodologie. Sauf que à un moment donné, je me suis dit, ok, bah, c'est parfait. Maintenant, il y a une industrialisation, ça va vite, etc. Sauf que bah, il y a plus de valeur, quoi. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Je dis à quel moment j'arrive à rajouter de la valeur et c'est là où on s'est positionné sur la méthodologie aussi Lean UX. Et c'est là où on intervient du coup à deux et le positionnement du Lean UX est complètement pas différent, mais il y a cette approche où on se dit, ok, on a besoin du versionning, on a besoin de livrer, c'est important pour le produit et l'expérience utilisateur, mais il faut pas oublier la vision produit, et c'est pour ça qu'on crée la notion
d'une unité de recherche, et c'est là où le rôle d'Anen est important. Oui, moi j'interviens beaucoup là-dessus parce que pour moi c'est un point essentiel que j'essaye aussi d'apporter aux entreprises. Moi je suis très intéressée par l'aspect contenu, tout ce qui est autour de l'information, la manière de l'architecturer, c'est des points qui sont importants et qu'il faut justement bien faire comprendre à l'entreprise dans la structuration de son produit. Et tout ça, il y a aussi une phase justement de recherche. La phase de recherche, pour moi, quand je présente les choses aux clients, je vais insister à la fois sur l'utilisateur pour essayer justement de bien le comprendre, d'identifier ses comportements, d'identifier les émotions qu'il peut avoir à l'utilisation ou non d'un produit. Et en parallèle de ça, il y a aussi l'intégration de sa vision business. Donc il y a vraiment un parallèle que j'apporte justement sur ces deux aspects quand j'interviens sur un projet, sur cette partie unité de recherche que je fais fonctionner toujours en adéquation avec la veille qu'Olivier va faire sur la mise en place du projet. D'accord, ok, très bien. Ça me paraît clair. Et donc aujourd'hui, cette méthodo, vous l'appliquez sur chaque projet. Comment que ça se déroule? Peut-être que vous pouvez nous dire en quelques points, est-ce qu'il y a, combien y a-t-il de points dans cette méthodologie? Et est-ce que vous pourriez nous en parler rapidement avant de poursuivre? Oui, oui. Alors, l'approche, c'est ça qui est assez sympathique, c'est que cette approche, on arrive à l'appliquer avec des startups avec lesquelles on travaille qui sont plus petites et qui ont pour le coup besoin de plus de livraison. Hein, j'en reviens à ce terme-là, et qu'avec des entreprises qu'on accompagne sur le long terme, des fois que ça peut durer sur plusieurs mois, voire années même. C'est donc effectivement cette phase de recherche, mais c'est surtout sensibiliser à chaque fois, d'essayer de sensibiliser le client sur son produit, de dire on va essayer de diriger par les bénéfices attendus et les opportunités que vous avez ciblées que plutôt par les livrables. Voilà, c'est vraiment cette sensibilisation. Donc ça passe par la phase de recherche à laquelle Anen intervient. Donc il y a premièrement la phase de recherche, ensuite cette phase-là qui va rentrer en cohérence avec la roadmap du projet. Par rapport à ça, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais il y a aussi une phase justement où on va commencer à travailler aussi par rapport à ce qui est ressorti de la recherche sur la conception. Donc on commence à réfléchir sur la conception, mais ça commence par quoi? Par les principes de design. Les principes de design, on va justement se mettre en accord avec l'ADN de l'entreprise, l'ADN du produit aussi, qui va être mis en place ou qui va être revu dans le cas d'une refonte. Justement, à partir de là, c'est important de déblayer, en fait, en tout cas de mettre en place toutes les fondations du produit qui vont se construire progressivement. D'accord, très bien. Oui. Oui, parce que c'est ça qui est important, c'est que il faut vraiment bien cibler. J'en reviens à ces unités de recherche et de livraison, c'est-à-dire que là, on est sur la partie de l'unité de recherche qui est à la base. Il faut bien comprendre effectivement les besoins et les opportunités ciblées par l'entreprise. Et c'est là où on rentre dans cette logique du Scrum et Lean UX, où on va dire, OK, on va rentrer sur un backlog d'idées, pas seulement des user stories. Aujourd'hui, on est beaucoup sur l'user story. La problématique avec ça, c'est qu'on va rentrer que sur de la livraison. Donc, le backlog d'idées permet d'avoir toujours cette idée de la vision du produit à moyen et long terme. Et donc, ce backlog d'idées est géré par de la recherche, toutes les phases de recherche, et aussi par cette phase, j'ai envie de dire classique d'idéation, où là, on rentre dans des ateliers, mais surtout dans la démarche de conception collaborative. Et là, on croit beaucoup effectivement à ces équipes interfonctionnelles. Donc ça, effectivement, avec le temps, on n'a pas toujours réussi du premier coup à faire marcher ces équipes interfonctionnelles, mais c'est hyper important. Et donc à partir de là, on fait attention aussi avec ces démarches d'atelier de pas tomber. C'est là où j'ai un problème des fois avec le design thinking et ces ateliers, c'est-à-dire qu'on rentre je pense des fois dans le théâtre de l'innovation, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup, mais on ne fait pas. Et donc il faut faire attention à ce que ces ateliers d'idéation derrière, ça doit amener à faire quelque chose. Donc là, voilà, c'est pour ça que le binôme, là, il est important. C'est que le binôme donc Anen emmène ses ateliers,
mais derrière, il y a ce côté binôme UI qui est toujours présent pour dire aussi, mais attention, on doit faire quelque chose. Et le binôme est encore plus loin parce qu'il va aussi avec le côté ingénierie et le côté développement qui est aussi là pour dire, oui, c'est très bien, on peut faire ça, mais regardez comment on peut le faire. Donc ça, c'est un point important. Et c'est là où on rentre après l'idéation, où on va rentrer sur des phases un peu plus de solutions de conception et donc de revue de conception. D'accord. Et donc, dans le but de conception, l'idée, c'est justement de s'assurer qu'on est bien toujours en phase avec le besoin utilisateur, que ça comble justement les lacunes potentielles qu'il peut y avoir. Et progressivement, on avance comme ça pour construire le projet, toujours en échange avec l'ensemble des équipes qui sont impliquées dans le projet. Et à partir de là, on arrive justement à commencer à tester des solutions qui peuvent ressurgir, en tout cas qui vont être les prioritaires en fait dans le projet pour garder du temps nécessaire justement à ce qui a été priorisé au départ dans la construction du projet. Donc on teste et puis on peut faire aussi développer en parallèle. Ouais. Oui, mais s'il faut bien comprendre, voilà, c'est que si on reprend, c'est qu'on a vraiment, on n'est pas piloté par les livrables, on est piloté par les bénéfices attendus et par les besoins. Donc, on a ce backlog d'idées, on rentre sur cette phase d'idéation, on rentre sur une solution de conception très vite pour effectivement faire de la revue de conception avec les équipes et se dire là, il faut qu'on teste rapidement cette solution. Pourquoi? Et c'est pour apprendre. Et ça, c'est vraiment le principe du Lean UX, c'est apprendre de chaque solution de conception. Il n'y a pas une question de mal fait ou c'est des erreurs. Non. Plus on apprend et mieux, et la solution sera de plus en plus précise et répondra de plus en plus aux besoins de l'utilisateur et de l'entreprise également, quoi. Et un point important justement pour ces revues de conception, je sais qu'on en parle, mais elles sont pas forcément réalisées dans les projets. Et je pense qu'il faut vraiment les faire souvent. Et à titre d'exemple, cette année, on accompagne une entreprise, Olea. On accompagne avec Olea avec notre société Twito. Et c'est une société spécialisée dans l'imagerie médicale. Et il y a donc un product manager qui est très axé sur ces revues de conception. Et pourquoi? Parce qu'il a compris que ça permettait de faire apprendre très vite sur les solutions de conception et surtout, ça permet de fédérer l'équipe autour du projet. Et ça, c'est un point très, très important. Et ensuite, quelle est la suite en fait de la méthode alors? Alors, ben voilà, c'est une fois qu'on a fait donc cette phase de compréhension, backlog d'idées, qu'on garde cette idée de livrer, mais en même temps de vision, on bascule donc sur ces phases d'idéation, on fait de la conception, on fait des premières phases de tests rapides, et à partir de là, une fois qu'on rentre un peu plus sur du concret, on valide. Le but, c'est de valider les pistes et à partir de là, on peut livrer. C'est-à-dire que quand je dis livrer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut rentrer, on en reparlera tout à l'heure sur la logique de design system et de composants. Là, on va commencer à livrer du composant pour la partie développement. Et à un moment donné, là, on va rentrer après sur des phases où on va si on fonctionne par lot, on va rentrer sur une phase de test utilisateur un peu plus importante pour se dire, OK, maintenant, on a quelque chose de très précis. On rentre sur une phase de test un peu plus importante et on va s'assurer que le backlog d'idées qu'on a mis en place, on va s'assurer de ces idées, de les valider. Et si elles sont validées, on les développe. D'accord, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que si on a bien découpé ce principe de l'eau, c'est-à-dire qu'on a ce backlog d'idées et avec ce processus que j'ai décrit juste avant, on va pouvoir donc ensuite, donc, si besoin, itérer évidemment, et après on va pouvoir intégrer donc un autre backlog d'idées. C'est pour ça que c'est très lié avec la logique du Scrum et du User Story, sauf que là, on le lie avec le Lean UX pour dire, mais il faut pas oublier la vision et les besoins et les bénéfices attendus. On ne veut pas que livrer, on veut aussi penser à la vision et ça permet du coup à l'entreprise de mesurer les résultats à chaque fois sur les validations des idées. Ça peut amener souvent des nouvelles perspectives et se dire, attendez, en fait, on avait prévu ça, mais on se rend compte que les remontées utilisateurs nous font dire que c'est peut-être très bien ce qu'on a fait, mais eux, ils nous remontent d'autres idées et c'est ça qui est en fait les bénéfices attendus pour l'utilisateur. Donc, ça permet aussi aux entreprises au niveau stratégique de changer de cap, en fait, et de changer de cap très vite. Au lieu d'attendre de se dire, on fait une V1, on le développera pendant un an et demi, puis après, sur le coup, on se dit, en fait, on a tapé à côté, quoi.
Ouais, l'idée c'est que on n'est pas, enfin, l'impact qu'il va y avoir, du coup, elle va pas être importante. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut se permettre de le faire puisqu'on arrive à avancer pas à pas. Et justement, la recherche qu'on met en place, la partie UX, elle intervient vraiment de manière continue. C'est-à-dire que vraiment, enfin, il faut comprendre que c'est voilà, à chacune des étapes qu'Olivier a décrites, il y a toujours un travail sur l'utilisateur, sur la manière voilà, d'interagir avec l'interface, la solution qui est proposée, pour s'assurer qu'on est bien en phase avec les besoins et les objectifs de l'entreprise. D'accord, c'est intéressant parce que en tout cas moi, d'après ce que j'ai vu, et d'après mes expériences et d'après ce que je vois ou ce que je lis, c'est vrai que souvent l'UX s'arrête à un moment et puis ensuite après c'est la place, on laisse la place à lui et puis voilà, il y a plus de suite en fait sur l'UX. Alors que là apparemment, d'après ce que vous dites, il y a une continuité en fait. Ben, voilà, tu as très bien ciblé, c'est exactement ça. C'est pour arrêter cette fracture et puis arrêter de dire aussi finalement euh, cette logique de la livraison. C'est-à-dire qu'on a fait notre recherche, ok, ben ensuite on bascule à lui, et ensuite on bascule au dev, et finalement c'est une fausse agilité ça. C'est-à-dire qu'on est des fois sur du Scrum, mais c'est pas du tout être agile, puisque finalement après on est bloqué, puisqu'au niveau de développement, après, ils vont faire remonter, dire ben ouais, moi je veux bien que vous changez, mais regardez où on en est. Maintenant, c'est compliqué. Je remets pas du tout la faute sur le développement, mais des fois c'est même lui qui va dire à lui, se dire, mais ouais, mais maintenant c'est trop tard, on est parti trop loin. C'est trop difficile aussi de revenir. Et ça permet justement d'apprendre. Je reviens sur ça. C'est ça le plus important, c'est d'apprendre très vite et justement de changer de cap. Et avec cette méthode, en fait, on met l'avantage de l'UX de lui et du développement et la stratégie de l'entreprise évidemment est servie et à la fin c'est les bénéfices attendus pour l'utilisateur. D'accord. Donc ça veut dire que toi, Anen, depuis le début jusqu'à la fin de votre méthodo que vous avez mis en place, tu interviens. Tout à fait. Ouais, ouais. En fait, le travail va être différent, mais à chaque fois, mais en tout cas, une phase de réflexion auprès de l'utilisateur et de l'entreprise. Quand je dis l'entreprise, c'est à la fois ses objectifs, s'assurer qu'on est toujours dans la bonne vision, mais c'est aussi par rapport au métier. C'est-à-dire que nous, on est sur des solutions qui sont des applications métiers. Donc, il faut toujours s'assurer que justement le produit qu'on réalise enfin, que l'utilisateur réussisse toujours à réaliser les tâches pour lesquelles doit utiliser cet outil, quoi. Donc D'accord. ça, faut absolument, enfin moi je m'attache à m'en assurer, à le garantir jusqu'à la fin de la mise en place du design. D'accord. Et donc toi, Olivier, c'est pareil, la même question. Toi, tu interviens depuis le début jusqu'à la fin, du coup. Oui, c'est-à-dire que du coup, on peut participer évidemment. C'est pour ça que je dis que tous les huit peuvent participer justement à ces ateliers et ça, c'est super important. Évidemment, ils ont été mis avec l'étroite collaboration qu'on a du binôme. Effectivement, je suis toujours au courant très précisément de la stratégie et des recherches UX qui sont réalisées. Donc évidemment, on gagne du temps sur la communication et sur le temps de livrable de ces éléments-là. Et ça permet effectivement, quand on rentre sur les phases d'idéation, au même titre qu'un responsable de développement, de dire aussi sur d'un point de vue UI, d'apporter son avis sur la génération d'idées pour les cadrer aussi. Pour ce que je disais tout à l'heure, ne pas rester que dans la pensée et dire aussi que cette pensée, il faut qu'à un moment donné, elle va être faite. Donc c'est bien quand on a des personnes qui vont essayer un peu de cadrer les choses, parce qu'à un moment donné, il faut aussi livrer, mais sans empêcher la recherche aussi. Bien sûr, d'accord, d'accord. Et donc ça veut dire que toi, Olivier, tu participes quasiment à tous les ateliers ou en tout cas aux restitutions. Et inversement, Anen, tu participes également aux ateliers d'idéation ou à la mise en place du design system, etc. Oui, en fait, Olivier n'est pas forcément présent à l'ensemble des ateliers, mais en tout cas, il y a une restitution qui est faite à chaque fois, et c'est ça qui est important aussi pour lui d'avoir. Donc, tout dépend justement du temps qu'on a à disposition, qui fait que bah, soit on est présent tous les deux ou pas. Et de mon côté, par rapport au design
je dirais que oui, c'est plus sur les revues de conception et après sur le suivi du design system, notamment quand il y a la mise en place de composants qui vont être plus importants pour s'assurer, on va dire, du parcours utilisateur. D'accord, ok. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que finalement, d'après ce que vous décrivez, c'est que en fait, toi, Anen, du coup, tu vas plus loin que l'UX, tu vas aussi, entre guillemets, sur de l'UI, et finalement, tu as aussi ta vision et ton mot à dire, en fait, sur cette partie-là, et je trouve que c'est intéressant. Oui, 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 et puis juste, c'est là les avantages du binôme UX/UI, et je pense que par rapport à ce que je peux lire ou échanger avec certaines personnes qui sont plus des product designers ou UX/UI designers, c'est quand t'es qu'une seule personne, c'est difficile de dire faut appuyer un peu plus sur l'UX ou l'UI parce que finalement c'est une personne. Donc là l'avantage, ce que je te disais tout à l'heure, on est séparés physiquement, donc c'est plus facile de dire ok, bon là il y a l'UX apparemment qui est en train d'intervenir, ça veut dire que c'est cette partie-là, et là il y a lui. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour les clients aussi, hein, vraiment. Oui, oui, je me doute, oui, absolument, oui. Au moins, vous êtes bien identifié et puis c'est vraiment intéressant. Ok, Ouais. bon, bah est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur quelques éléments sur cette méthode que vous avez mis en place? Euh, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que aujourd'hui, elle fonctionne bien. Mais ce que je disais, c'est qu'on a appris et dès le début, c'était pas comme ça. Au début, c'était plus ce que tu disais tout à l'heure. On accompagnait effectivement les missions et les clients sur la sensibilisation, ok, sur l'UX, les utilisateurs. Bon, on va dire que ça, c'était vite fait compris, mais finalement, on faisait vite le travail du X et on basculait sur l'UI, et puis après, on livrait pour le dev, et donc l'agilité n'existait pas finalement. Donc Hmm, ça s'est compris quand même sur les années en fait, hein. Mm. Ça d'accord. demande un temps je pense qu'il y a, voilà, la sensibilisation est faite auprès de l'entreprise. Après, il y a un temps de mise en place qui doit se faire et nous, on a appris aussi à s'adapter en fonction de la configuration de l'entreprise et du temps qu'elle est prête à nous accorder aussi pour la construction de son projet. C'est aussi très variable en fonction du temps qu'on a à disposition. Si la vision de l'entreprise, elle est plus sur du long terme, c'est sûr que c'est plus évident, mais même sur des projets sur lesquels on a travaillé plus court terme, c'est pas impossible. D'accord. Sans vouloir répéter les choses, est-ce que, Anen, tu pourrais nous décrire un petit peu plus en détail sur quel outil tu utilises ou quelle est bon, pas ta démarche parce que tu viens de l'expliquer, mais quels outils tu utilises par exemple? Et puis après, je poserai la même question à Olivier, s'il vous plaît. Oui, alors moi, les outils que je suis amenée à utiliser, j'utilise beaucoup Miro pour la mise en place des ateliers, euh, notamment sur tout ce qui est partie identification des besoins, sur le brainstorming, s'il peut y avoir voilà, des ateliers plus d'exploration. Ça va être sur un outil comme celui-ci. J'utilise aussi, j'ai pu utiliser Caravelle Design qui permet justement d'avoir une vision en fait sur l'évolution justement des étapes en termes du X par rapport à l'ensemble des ateliers qui peuvent être menés. Donc ça permet de voir un peu, d'avoir une vue globale. J'utilise aussi comme outil, notamment pour les tests utilisateurs, j'utilise comment Loopback, voilà. Désolée, D'accord, il n'y a pas de voilà. souci. D'accord. Voilà, on va dire principalement, c'est surtout moi ces outils-là que je suis amenée à utiliser sur l'UX. D'accord. Alors, la question qui fâche, est-ce que tu fais des wireframes? Non, moi j'en fais pas. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que moi c'est pas le point sur lequel on va dire j'ai le plus de compétences. Pour moi, j'ai vraiment déjà par rapport à un intérêt personnel qui est plus justement de l'ordre de ce que j'avais décrit au départ, sur une phase de compréhension assez approfondie et sur la continuité. Donc ça demande aussi des méthodologies à mettre en place. Donc moi, je préfère m'attarder sur ces aspects, c'est ce qui me correspond le plus. Le wireframe aujourd'hui, c'est un exercice qui est plus réalisé par Olivier.
D'accord. Et est-ce que toi, tu penses que UX égale wireframe? C'est juste pour faire un intermède et le faire comprendre aux auditeurs, peut-être à des futurs prospects ou des clients. Je pense que non. Je pense que ça risque d'être limité et à un moment donné, peut-être quelque chose qui va être faussé, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je pense que l'UX doit s'arrêter à la partie recherche. D'accord, très bien. Bah, au moins c'est clair. Merci. Et donc, Olivier, comment que tu fonctionnes ou et quels outils tu utilises au quotidien dans un projet avec Anen, par exemple, s'il te plaît? Oui, ben alors c'est intéressant parce qu'effectivement donc design d'interface dit ben il faut un outil de design. Aujourd'hui, les deux que je suis amené à utiliser, c'est Adobe XD et Figma. Alors ma préférence va clairement à Adobe XD et ça c'est depuis le début. Voilà, c'est vraiment une question d'expérience. J'adore cet outil. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Après, évidemment, Figma, j'ai dû basculer à un moment donné dessus il y a quelques années par rapport à l'approche du design system. Mais l'évolution d'Adobe XD justement est intéressante aussi et permet, on peut le voir avec Adobe Spectrum et la gestion qu'ils ont des versions des composants, qu'il est aussi possible de gérer son design system avec Adobe XD, même si Sketch et Figma sont beaucoup plus puissants sur le partage évidemment des librairies. Mais bon, donc ces outils de design. Après, c'est surtout ce que j'ai besoin, et bon, ça rejoint ce que tu échangeais avec Anen, c'est moi j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai besoin avant de faire des composants, avant de faire des solutions de conception, j'ai besoin de comprendre effectivement tous ces récits utilisateurs, tous ces backlogs d'idées. Et c'est là où, bah, des fois, pas besoin d'aller chercher des outils qui sont très loin. C'est-à-dire que si, avec une organisation sur Google Doc, ce que fait Anen, c'est-à-dire qu'elle fait un gros travail d'information de découpage d'informations par rapport aux expertises métiers et aux proto-persona et aux besoins utilisateurs. À partir de là, moi, je peux très rapidement aller en fait chercher ces informations-là. Et la finalité, effectivement, c'est de rendre des solutions de conception par des composants. Donc, ces composants, ensuite, l'idée, c'est d'utiliser l'outil que je le recommande vraiment, c'est 08. Je ne sais pas si tu connais. Si, tout à fait, Voilà. qui a été intégré il y a quelques mois, du moins en début. Non, l'année dernière, il a été intégré à InVision. Voilà. Et c'est génial parce qu'à un moment donné, on voyait une limite, c'est-à-dire que on avait beau tout séparer, c'est-à-dire en composant avec l'outil de gestion, de design, etc. Ça limitait l'utilisation de ces éléments, de ces assets soit par des designers de l'entreprise, soit peut-être un petit peu par un product owner ou quelqu'un qui s'y intéressait ou le développement, mais ça restait là. Alors que l'avantage du 08, c'est qu'on va sensibiliser l'équipe interfonctionnelle et même plus loin l'entreprise, parce que finalement ça reste un site web accessible pour tout le monde. D'accord, ok, très bien. Et donc, la question, donc, c'est toi qui fais les wireframes ou les premières descriptions d'interface, ce que disait Anen. Donc, c'est à partir des backlogs d'idées, des recherches qu'a fait Anen auparavant, c'est ça? Ouais, oui, mais c'est vrai que aujourd'hui, on emploie finalement, nous, de notre côté, on n'emploie pas le terme de wireframe. C'est vrai qu'on peut dire, oui, bon, les prototypes. Mais ce qui se passe, c'est que, et je pense que c'est pour ça que ce sera intéressant de parler du design system après, euh, c'est qu'il y a, les fondations sont essentielles dans la solution de conception. C'est qu'évidemment, on peut créer rapidement une solution de conception quand même de haute fidélité pour être plus près. Et donc là, on est sur du prototype. Mais après, quand on bascule par contre sur la gestion des composants et qu'on a une vision justement à l'échelle, là, les fondations sont incontournables. Et après, je pense que c'est un sujet qu'on abordera un peu plus en profondeur, peut-être après. D'accord, ok. Ben, on peut en parler tout de suite parce que tu insistes sur le design system. Vous avez une méthode spécifique d'approche pour créer un design system. Est-ce que vous le proposez, d'abord, est-ce que vous le proposez systématiquement à tous les Ah, clients? en fait, et ça fait quelques années, il y avait souvent cette demande. Et la première demande, elle était souvent là, c'est-à-dire que euh,
Ça, je parle donc de 2015-2016. Hein. C'était, OK, on a besoin, je parle du logiciel aussi, on a un outil, il est terme, hein, c'était tout le temps la même chose, il n'est pas sexy, il nous faut, et il n'est pas très ergonomique. Donc, on se dit que pour le côté ergonomique, on a besoin d'un peu d'UX, et pour le côté pas sexy, et on veut une interface user-friendly, voilà, c'est toujours les mêmes termes, on veut une refonte de notre interface. Il ne parlait pas forcément de composants. Donc finalement, il y a eu cette proposition petit à petit d'amener plus sur les composants et de dire on va vous livrer un kit de composants. Donc au début, cette approche, elle était là. Mais là, on rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on n'était que sur l'unité de livraison. Voilà, il n'y avait pas de vision à long terme sur le composant, c'est-à-dire qu'on livrait cette bibliothèque de composants. Et les design systems, nous, on étudie ça depuis longtemps. Ça fait depuis 2012-2013 qu'on est sur cette logique du design system. Et après, on a réussi à amener dans notre discours et notre méthodologie pourquoi un design system. Et un design system, pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, les conceptions de produits, ça évolue. Il y a toujours des versions et en plus, il y a plusieurs plateformes, plusieurs écrans. Donc, le fait de vouloir évoluer, c'est-à-dire qu'il faut avoir une méthode pour concevoir plus rapidement. Et donc, pour faire plus rapidement, il faut faire de la conception réutilisable. Et c'est le côté réutilisable qui permet de faire des conceptions à l'échelle. Et ce qui permet de faire ça, c'est le design system. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi petit à petit à le vendre, mais au début, c'était des kits de composants qu'on vendait, hein, clairement. D'accord, ok, oui, parce que c'est vrai que je pense qu'il y avait peut-être pas les outils comme Zero Eight, et puis effectivement, créer un design system, je sais pas, comme chez Audi par exemple, ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont titanesques et qui demandent plusieurs mois d'investissement avec une équipe aussi. Oui, c'est clairement ça. Ouais, comme tu le dis, c'est vrai que la vision, enfin, l'entreprise, elle peut aussi avoir un peu peur en se disant, oula, ça a l'air un peu conséquent comme travail, là, ce que vous nous proposez. Et en fait, bah, justement, ce qui est intéressant, le fait qu'on l'amène comme ça de manière assez progressive et finalement complètement associée avec ce qu'on t'a déroulé justement comme méthodo, parce que ça rentre complètement en phase, donc ça peut se faire progressivement. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, on travaille avec une société qui s'appelle Olidis. C'est une société qui fait de la gestion de planning, gestion des temps. Et en fait, avec eux, on leur a on leur a parlé de ce sujet du design system assez tôt par rapport à nos échanges. Et en fait, bah, quelque part, c'est mûri aussi dans leur esprit. Et on ne l'a pas mis en place tout de suite, mais là, on est en train de le construire progressivement. Parce qu'on travaille avec eux justement sur une évolution de leurs produits. Et petit à petit, on a réussi à intégrer justement les aspects essentiels du design system. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur les fondations. La construction des composants, elle se fait voilà, avec toute cette recherche qu'on doit faire et qu'on propose. Et donc, voilà, c'est en train de se construire dans cette société. Donc, on D'accord, l'amène d'une manière différente aussi. d'accord, très bien. C'est vraiment intéressant, oui. D'accord, ok. Et, ouais, je rajoutais que justement, l'élément qui permet de basculer, c'est les fondations. Parce que quand on dit qu'est-ce que c'est un design system, ben, concrètement, on a cette notion, ce découpage des fondations et des composants. Mais les fondations, donc c'est la base, hein. C'est-à-dire qu'on va parler d'une échelle de couleurs, d'échelle de typographie, d'iconographie, d'illustration, de grilles, des grilles de conception, d'espacement, du ton, de la voix. Bon, ça, c'est quand on va vraiment plus en profondeur, hein. Mais en amenant ce sujet comme ça, et avec l'atelier de principe de design dont parlait Anne tout à l'heure, il y a une réelle compréhension de l'intérêt de séparer ces éléments. Et ils comprennent clairement que c'est par ce biais-là qu'ils vont pouvoir mettre une identité et leur marque à travers les éléments d'interface. Hmm. Je me demande, je suis en train de penser là, je me demande si le fait de mettre en place un design system dans une société, ça amène pas finalement le client à avoir une vision plus proche du design de façon systémique en fait. C'est-à-dire que, je m'explique, je pense que
dans une ancienne méthode, on va dire, avec un découpage UX, puis ensuite UI, puis ensuite Dev, finalement, le client se dit que chacun a son interprétation et puis ça se fait comme ça. Alors qu'avec une approche de design system, il y a plus de collaborateurs, à mon avis, qui entrent en jeu, que ce soit du personnel qui vient du marketing, ou qui sont intéressés pour piquer des éléments, prendre des éléments dans le design system, et par exemple, ou pour simplement créer, je sais pas, une newsletter, ou créer une identité, par exemple, je sais pas, des publications pour Instagram ou des choses comme ça, et ils peuvent aller chercher des éléments à l'intérieur. Et je me dis que en créant un design system, c'est peut-être une valeur supplémentaire et le client s'intéresse, c'est une façon supplémentaire pour qu'il s'intéresse pardon, au design. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. C'est le but du design system, c'est amener la cohérence. Donc, et c'est la cohérence et ça permet de fédérer les équipes. Donc, c'est effectivement, c'est ce que tu as dit, c'est que du moment qu'on a un design system, c'est-à-dire qu'on va être avec des contributeurs. Donc, souvent la base, c'est les designers, UX, plus pour les lignes directrices des composants, des patterns, ou alors les principes, les usages, la notion d'accessibilité aussi. Et après, on a la partie designer UI qui va aussi alimenter justement plus les composants. Mais puis après, on va avoir aussi le développement qui va mettre aussi le code et les démos de ces composants-là. Et tu l'as dit justement, le côté marketing qui va aussi complètement être intégré parce qu'à un moment donné, on parle de marque, de produits, de marque. Et donc, comment on peut intégrer les valeurs de la marque dans le produit. Et ça passe par le design system, effectivement. D'accord, ok. Est-ce que puisque vous l'avez pratiqué depuis pas mal d'années, est-ce que, euh, est-ce que de travailler avec un design system qui vient par exemple de 08, est-ce que c'est plus facile au niveau du développement, des développeurs? Pour eux, est-ce que c'est quelque chose qui est plus pratique et plus facile? Ah, ah oui, alors là, c'est un exemple concret, c'est qu'on avait accompagné un projet dans les tests sonores. C'est une application qui avait eu un développement d'un an avec deux développeurs, il me semble. Et donc, il y a eu cette approche, on a amené cette méthodologie. Et après, on avait échangé justement plus tard avec les développeurs et ils nous avaient dit qu'ils avaient en fait, ils avaient économisé 50% du temps de développement. Ah oui, quand même. Ah oui, Oui, c'est énorme. et au-delà de ça, c'est que je me rappelle très bien avec les ateliers où Anen a fédéré les équipes, en fait, ils se sont sentis complètement intégrés et ça a redonné de la vie au projet, ça a redonné de la vie justement euh, à l'équipe, quoi. Et donc ça a amené quelque part ce gain de développement et aussi voilà, l'intégration des équipes, quoi. Ouais, tout le monde s'est senti concerné par le projet en fait. C'est vrai qu'il y a ce côté où, comme tu disais, hein, l'intégration de l'ensemble des personnes de l'entreprise se fait plus simplement et puis chacun va y trouver son intérêt. Et du coup, forcément, par là, il va s'impliquer aussi peut-être davantage. Il va être force de proposition. Du coup, c'est là où ça peut être intéressant. Ouais. D'accord, bon, c'est pas amusant, c'est intéressant d'avoir cette réflexion parce que j'avais jamais, avant cette conversation, j'avais jamais intégré cette notion de partage avec les équipes au travers d'un design system. Et je me dis qu'effectivement, il y a ce côté aussi unité de la société, du client. Et ça, c'est vraiment, et de partage. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je l'avais toujours, personnellement, je l'avais toujours identifié plus comme sur un axe UX, UI et développement. Et puis finalement, non, il y a aussi cette dimension d'accessibilité, d'aller chercher des éléments, d'accessibilité, de quelque chose d'accessible en fait pour l'ensemble des collaborateurs de la société, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que l'outil Zero White, enfin, il doit en exister d'autres aussi, mais ouais, je le reconseille vivement d'aller vers ce genre d'outil, quoi. Ouais. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, InVision l'a intégré, je crois, depuis un an dans InVision DSM, InVision Design System Manager. Et en plus, j'ai lu il y a récemment, là, ils ont changé
ils ont fait pas mal de reviews et de nouvelles intégrations dans Design System Manager. Et bon, après, je crois qu'ils ont perdu un petit peu de certains utilisateurs parce que les prix ont aussi changé. Donc, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais bon, Ouais, aussi. je crois que Zero Eight, on peut aussi l'utiliser en dehors d'InVision, je crois. Oui, oui, eh ben, l'avantage, c'est que je disais tout à l'heure que j'aimais bien XD, que j'utilisais aussi Figma. En fait, peu importe l'outil de design, ça permet d'uploader tous ces fichiers de design. Donc, c'est ça qui est top. Ça devient accessible du coup pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de partager des liens ou des captures d'écran. Tout est dans le 08. Et ça permet du coup aux contributeurs, par exemple, UX, d'aller intégrer et de contribuer sur les usages, les patterns, les principes. Ça permet aux développeurs aussi, s'ils ont un storybook aussi avec les composants, etc., de venir uploader leurs composants. Donc, tout se centralise directement dans Zero Eight. Ça devient le site web, le matériel design de l'entreprise, quoi. D'accord, ok. Ensuite, j'avais deux, trois questions à vous poser. Bon, vous nous avez dit ce que vous en pensiez de votre méthode, ce que vous avez retiré auprès des clients. Je voudrais savoir un petit peu quelles erreurs vous avez fait dans le passé ou quelles erreurs vous avez rencontrées récemment. Ben, ça, je vais revenir à la problématique du Scrum et du développement logiciel. Vu que j'ai connu ça dès le début, j'ai voulu industrialiser au maximum et ça a été très bien reçu parce qu'on pouvait livrer. Sauf que voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est on bascule et encore aujourd'hui, hein, quand je vois que l'unité de recherche, c'est-à-dire la naine, peut être mis un peu plus de côté sur certains projets, on bascule sur de la livraison et on perd de vue du coup les enjeux de l'entreprise et les bénéfices attendus pour l'utilisateur. D'accord. Et alors, comment tu arrives à convaincre ou comment vous arrivez tous les deux à convaincre le client ou l'unité avec qui vous allez travailler que il faut arrêter de penser en versionning et en livrable? En fait, on revient justement, on les remet face quelque part à la problématique initiale qu'il y avait et face aussi aux besoins des utilisateurs pour justement recentrer le propos et dire que voilà, il faut absolument se repositionner sur ces éléments et être sûr qu'en gros, on soit toujours en phase par rapport au design qui est réalisé. Et donc, ne pas être dans une course à la livraison systématique et que, notamment, les éléments qui vont être à forte valeur ajoutée pour l'utilisateur, c'est-à-dire qui vont apporter vraiment un plus par rapport à leur métier, il faut s'y attarder et on leur montre que justement c'est un point qui va être important pour les utilisateurs. Il y a une phase justement de travail de recherche qui est menée et on la rappelle quand c'est nécessaire de la rappeler pour que on s'attarde un peu plus peut-être sur certains éléments de l'interface que d'autres. Il y a des choses qui peuvent être livrées plus rapidement, mais des éléments qui vont être stratégiques doivent doivent être pris en considération avec plus de temps. En fait, je rajouterais que donc l'élément clé, comment amener ça, enfin, pour y répondre, c'est prioriser et découper par lot. Donc découper par lot et prioriser donc le backlog d'idées. Et ça, c'est la clé, c'est d'accepter que peut-être dans le produit qui va être livré, la version 1, de se dire, OK, peut-être que toutes les fonctionnalités qu'on voulait, elles y seront peut-être pas toutes, mais celles qui ont le plus de valeur ajoutée, celles où on a voulu mettre de l'exploration parce qu'on sait qu'il y a des bénéfices attendus là-dessus, eh ben, elles y seront et le résultat, c'est que l'utilisateur, il va s'y retrouver. Donc, il va aimer le produit. D'accord, ok. Et est-ce que ça passe à chaque fois auprès des clients ou est-ce que vous avez certains problèmes pour vous faire comprendre comment ça se passe? Alors, voilà, on se rend compte que, comme on parlait tout à l'heure, la société dont on parlait de gestion des plannings, Oledis, on fait un accompagnement sur la durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sur une mission où on vient 3 mois et on aligne
mon livre, on est sur un accompagnement du coup ça fait 1 an et demi je crois, de temps en temps, et c'est là où justement on arrive plus facilement à amener ça. Après il faut une ouverture d'esprit de l'équipe aussi, hein. Ça c'est des parties prenantes, ça c'est super important. Il y a encore d'autres cas où on se retrouve effectivement sur une volonté de livraison, et à un moment donné, même si on amène ces arguments, ça reste encore aujourd'hui, par moment, ça peut être aussi, oui, des échecs. Nous, on le perçoit comme un échec, même si à la fin, le client est satisfait, nous, on le vit un petit peu comme un échec, oui. D'accord, ok, très bien. Et donc, le pendant de cette question, quelle réussite êtes-vous fier aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que la réussite, alors sans se concentrer forcément sur un projet en particulier, c'est par rapport à notre binôme, c'est le fait de justement la démarche qu'on a de toujours être dans une phase d'apprentissage quelque part. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est que on arrive à chaque fois à ressortir justement des aspects positifs de ce qu'on a construit. C'est-à-dire que progressivement, on arrive à avancer justement sur la mise en place de cette démarche avec une logique qui devient de plus en plus sensée pour les entreprises. Ouais, oui, et puis après, on voit les résultats sur les différents projets, les différentes équipes. Ça va être différent, c'est honnêtement, certains on voit qu'ils vont faire réellement attention aux fondations, et ils vont dire, hop là, ok, attendez, on a une gestion là sur l'iconographie, on va respecter les principes de design et on va respecter ce qui a été mis en place sur la gestion du design system. Après, d'autres, ça va être effectivement sur le découpage des backlogs d'idées qui vont pas rester justement que sur des hypothèses, et ils vont rentrer dans un niveau de détail de description, d'études d'utilisateurs, et qui vont faire attention aux critères d'acceptation. Quand on voit aussi que les développeurs sont complètement intégrés, et que c'est eux aussi qui peuvent être qui lead un petit peu aussi par moment le projet. Voilà, chaque projet est différent, mais quand on voit qu'il y a cette réussite-là, on se dit ouais, ok, c'est bon. Et puis évidemment, quand il y a les tests utilisateurs, c'est aussi un bon moment de se rendre compte si par rapport aux hypothèses et au backlog d'idées, de se dire ok, est-ce que maintenant la vérité elle est là, est-ce que ça tape juste? D'accord. Et donc, pour poursuivre sur ta réflexion, est-ce que du coup, avec cette méthodologie que vous avez mis en place, est-ce que du coup, vous avez une réponse plus favorable de la part des utilisateurs, ou des choses qui sont des résultats meilleurs qu'avant? Oui, aujourd'hui. Vas-y, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de Après, tests. oui, moi en étant sur la partie test, c'est vrai que du coup, on se rend compte justement en mettant tout ça en place que les retours des personnes, en tout cas ceux qui sont directement concernés par le métier, souvent sont en phase avec ce qui est attendu. Il y a toujours cette volonté d'avoir d'autres choses en plus, peut-être des améliorations ou des points qui souhaiteraient, mais en tout cas, sur ce qui a été convenu et priorisé, souvent, on a des retours positifs de la part des utilisateurs. D'accord. Ouais, Suite et de là, je test. préciserai un truc, ce qui est important, c'est que aussi sur la réalité du terrain, on se rend compte que déjà, pour revenir au Linux, c'est super important de le faire très tôt, parce que ça amène du coup des retours très tôt sur les premières solutions, et ça permet d'entrer les nouvelles perspectives qui se transforment après avec concertation, qui rentrent dans un backlog d'idées aussi. Et ça, c'est top. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que sur ces tests, il n'est pas nécessaire de se dire qu'on doit tester aussi un nombre trop important, surtout sur ces premières phases. Souvent, après, on s'en rend compte, et ça, c'est le côté terrain, c'est que au bout si on fait 15, 20 tests, finalement, souvent, mais c'est quasiment sûr, c'est toujours les mêmes retours qui viennent, alors que les 4-5 utilisateurs déjà peuvent suffire, si c'est bien ciblé dès le départ sur le protocole de test. D'accord. Est-ce que vous diriez que la méthode que vous avez mise en place aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure? Alors, ça fait, non, mais ça fait 11 ans que je fais du logiciel. Quand on dit plus logiciel, on va dire produit. Ça fait 11 ans. Sincèrement, mais j'y crois sincèrement, parce que ça a été prouvé sur le terrain.
C'est-à-dire que j'y reviens, j'ai connu l'agilité Scrum très tôt dans le développement logiciel et du coup le lien avec le design UX et UI. J'ai vu les avantages pour la livraison, mais je voyais pas forcément les bénéfices utilisateurs et pour l'entreprise. Et associé au côté Lean UX, où on fait vraiment attention aux valeurs de l'entreprise, aux opportunités, aux bénéfices attendus pour l'utilisateur avec ce cycle d'apprentissage. Euh, Sincèrement, l'échec, je ne le vois pas en fait, il n'est pas possible. D'accord, ok, très bien. Bon, bah super. Est-ce que Annette, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste dire que ça avait dû. Enfin, en tout cas, je trouve que la manière dont on a avancé sur cette méthodologie, elle a du sens pour les clients aujourd'hui avec lesquels on travaille. D'accord. Euh, donc, ça fait déjà une force aussi. Oui, bien sûr, tout à fait, ouais. Et puis ça vous donne aussi des références pour conquérir de nouveaux marchés également. Pour terminer cette interview, j'ai toujours mes trois questions fil rouge. La première, c'est dans quelle société aimeriez-vous travailler et pourquoi? Alors moi, j'ai pas une société en particulier. Par contre, j'ai plutôt un secteur d'activité, enfin non, un type d'utilisateur, pardon, qui m'intéresserait. C'est plutôt les entreprises qui vont cibler un peu des utilisateurs avec des handicaps. Aujourd'hui, c'est plus ce type de structure-là qui va m'intéresser parce que la démarche, justement, peut être en tout cas de mon côté et même du côté d'Olivier, hein, notre réflexion aussi serait intéressante aussi à mener sur des projets comme ça. D'accord. L'autre question, qu'est-ce qui vous différencie d'un autre designer ou d'un autre binôme, par exemple? Je pense que bah, déjà le fait que on soit tous les deux, donc qu'on soit vraiment un binôme, D'accord. déjà, je pense que là il y a une différence, à mon sens, qui est importante par rapport à tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, la manière dont ce qu'on peut apporter chacun. Et du coup, on peut approfondir justement les sujets sur l'ensemble des aspects, quoi, qui sont importants d'un point de vue UX ou UI. Est-ce que vous pensez le fait que vous soyez mariés, que vous vivez ensemble, est-ce que vous pensez que c'est une force supplémentaire au sein de votre équipe de travail? Est-ce que, je veux dire par là, est-ce que vous pensez que il est intéressant, je ne dis pas de se marier avec tous les autres, toutes les autres personnes, c'est pas ça, mais est-ce qu'il est intéressant de mieux connaître son binôme pour mieux travailler ensemble? Oui, complètement. Là, enfin, je trouve que nous, on a une force hein, là-dessus, c'est vraiment le fait de se connaître parfaitement, justement, de pouvoir évoluer bah, sur les sujets avec notre vision à chacun. C'est toujours enrichissant sur les projets qu'on a pu mener. Donc, moi, là-dessus, enfin, c'est indéniable. Pour moi, c'est vraiment une grosse force, ouais. D'accord, très bien. Olivier, oui. Ouais, oui, non, mais c'était pour répondre pour continuer là-dessus aussi, c'est pour dire par rapport pour répondre à tes questions sur le côté des entreprises où on souhaiterait aller. C'est vrai qu'Anne l'a dit. De mon côté, clairement, c'est Google. Mais Google, parce que ça, je pense que ils le savent pas, mais je suis leur stagiaire depuis le début. Je trouve que leur design est un design de haute précision et ça fait depuis le début que je suis leur conception sur les logiciels, les produits, et je trouve leur travail d'une qualité époustouflante. Sincèrement, sur tous les domaines. D'accord, ok. Ouais. Et tu voulais peut-être répondre sur qu'est-ce qui te Ouais, différencie? la, la valeur ajoutée du binôme, c'est le fait de, donc si par rapport à un autre, c'est qu'effectivement on est un binôme, donc ça c'est le fait de séparer l'UX lui, et par rapport à un autre binôme, c'est effectivement qu'on sépare le côté recherche du côté conception. D'accord, ok, très bien. Et donc la dernière question, c'est comment voyez-vous votre métier dans une dizaine d'années? Alors,
J'espère, je pense qu'il va continuer à évoluer. C'est-à-dire que si on voit de 2010 à 2020, le côté web design où on a un peu, on a connu des métiers qui se sont spécifiés. Donc je pense que ça va peut-être encore continuer dans ce sens-là. Est-ce que on va avoir dans le design la même logique que le dev, le no-code et peut-être le no-design, c'est-à-dire que finalement on designera peut-être un petit peu moins et qu'on fera, on apportera les solutions d'idéation, de conception différemment, sûrement. J'espère sincèrement que l'accessibilité va être de plus en plus intégrée. Et parce que je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la plupart enfin tout le temps en fait, l'accessibilité ne fait jamais partie des demandes. On n'a pas de demande où on nous dit on a besoin que notre produit soit plus accessible, on a besoin de faire une refonte ou aidez-nous, accompagnez-nous sur ce sujet-là. D'accord. Donc, j'espère sincèrement que ce sera là-dessus. Et en tout cas, on est intervenant chez le CV Digital d'Aix-en-Provence. Je crois que tu interviens aussi beaucoup sur des formations de ton côté. Et on a la chance d'avoir un responsable pédagogique, Jella, qui est très ouvert et qui est à ces choses-là, à cette valeur-là de l'accessibilité. Et j'espère sincèrement que ça en fera partie dans les prochaines années. D'accord, très bien. Annen, tu veux dire quelque chose, rajouter quelque chose? Sur ce qui est attendu Oui, dans les étudiants. sur la vision. Moi, je partageais un peu hier, j'y ai repensé et je me suis dit, peut-être que notre métier sera remplacé par des machines aussi, j'en sais rien. Avoir quelque chose. Il en a parlé quand il disait le no design. Moi, je rejoignais un peu plus cette idée. En fait, je suis partagée. C'est soit il y a ça, et soit finalement, il n'y a pas de grands changements. Parce que ce que je me disais, c'est que il y a 10 ans, enfin, si je regarde 10 ans en arrière, les méthodologies de recherche, il y en a de plus en plus. Donc, chacun intervient, plusieurs intervenants sur ce sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de réalisation même d'ateliers ou de méthodes en tant que telles, il n'y a pas de grosse révolution. Donc, peut-être que finalement, dans 10 ans, ça sera une continuité. Je D'accord, suis pas. d'accord, très bien. Pour conclure cette interview, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil à nos auditeurs? Moi, je vais peut-être plus m'adresser au côté UI designer, parce que souvent, je vois que les UI designers, finalement, on les cantonne au rôle pas le fameux user-friendly, mets ta couche de peinture sur nos solutions. Non. Le designer UI, il doit maîtriser toute l'ergonomie et donc maîtriser les solutions de conception et donc maîtriser tout ce que je disais tout à l'heure sur les fondations, les composants. Et voilà, il faut prendre sa responsabilité sur ce sujet-là. Et j'invite les juniors à aller dans ce sens-là. Et c'est pas parce qu'ils sont juniors qu'ils ne peuvent pas non plus réaliser ce rôle-là. Donc j'insiste vraiment sur ça. D'accord, merci Olivier. Annen? Moi, ce serait sur la partie UX recherche. J'inciterais les personnes qui font ce métier à, s'ils le font de manière individuelle ou pas, à toujours essayer de garder en tête, ou en tout cas de s'adapter à leur contexte d'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a plein de méthodes qui existent pour intervenir sur ce sujet, mais il faut être assez souple et justement réadapter les choses, faire preuve d'imagination pour justement essayer d'intervenir de la meilleure façon qui soit quand on a les utilisateurs ou pas. D'accord, super. Eh bien, merci en tout cas pour ces conseils, pour cette interview. C'était vraiment très intéressant de voir votre méthode que vous utilisez aujourd'hui. Et juste une dernière question, vous arrivez à la mettre en place quasiment sur chaque projet ou pas? Oui. Clairement, ce que je disais tout à l'heure, on accompagne des entreprises sur le long terme. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile. Mais on est aussi sur aussi des startups plus petites, comme Someo, dans une application du sommeil, qui a beaucoup moins de jours parce que voilà, il y a côtés financiers, on peut pas faire la même chose. On est sur cette même logique et c'est possible.
c'est clairement possible d'aller dans ce sens-là, puisqu'on est de toute façon sur une question de version. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra aussi intervenir après sur des versions 2 sur 3. C'est juste une culture, un état d'esprit par rapport à l'entreprise, même si elle est petite. D'accord, très bien. Ok. Eh bien, merci Annen et merci Olivier pour cette interview. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Laurent. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!